Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 30 juillet 2012. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Nous sommes le 29 juillet 2012. Mais j'enregistre ma vidéo ce soir avant d'aller manifester une fois de plus. Parce que demain matin, j'ai une très très grosse journée. J'ai énormément de choses à faire. Alors, peut-être aussi mu par un pressentiment de mon éventuelle arrestation. Je ne le souhaite pas, mais je pense que j'ai été suffisamment profilé pour que ça se produise. Car il y a quelques jours, on a entre nous des discussions sur le fait que nous sommes accompagnés lors de certains événements importants, on va dire importants, les feux d'artifice par exemple. Nous sommes accompagnés par deux policiers médiateurs. Ils ont des dossards où c'est écrit police, médiation ou médiateur, je ne sais trop. Et beaucoup d'entre nous acceptons assez mal ce, ce parrainage, si je puis dire. Moi, je reste toujours très sympathique avec cet homme. Je le salue. Je lui sers même la pince. Mais l'avant-dernière fois, je pense que je l'ai insécurisé, je dirais. Alors, je lui ai posé une question. Alors, monsieur, à force de nous accompagner soir après soir ainsi, c'est possible que vous développiez une sorte d'attachement à notre égard, que vous nous trouviez drôle, sympathique, intéressant. Et vous êtes à même de constater que nous ne sommes pas violents ni dangereux, que nous sommes de doux idéalistes. Ne craignez-vous pas, monsieur, qu'à la longue, vous finissiez par être atteint de ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm? Alors j'ai vu un éclair de panique dans son regard. Car il est évident que ce policier, un peu plus empathique, un peu plus intelligent que les autres, a pris des cours de psychologie 101. Et on l'a sans doute mis en garde contre le syndrome de Stockholm, syndrome de Stockholm, c'est des gens qui ont été pris en otage et qui, développant un lien avec leur ravisseur, finissent par entrer en sympathie avec leur ravisseur et même d'adhérer et d'épouser leur cause. On se souviendra, un exemple typique, Patricia Hearst, qui au milieu des années 70 avait été kidnappée. Patricia Hearst, membre d'une famille très très riche aux États-Unis, qui avait été kidnappée contre une rançon d'argent et qui avait finalement adhéré à la cause de ses ravisseurs, tant et si bien qu'elle a participé à des hold-up avec eux. Et les psychologues qui s'étaient penchés sur son corps ont pu dire qu'elle avait été atteinte du syndrome de Stockholm. Alors ce policier, un peu plus intelligent que les autres, a paniqué devant cette interrogation que je lui faisais. Parce que j'avais touché un point sensible. Et étonnamment, un des manifestants, quelques secondes après, est arrivé avec des carrés rouges dans la main et lui a offert. Il a refusé, évidemment. Mais j'ai vraiment senti que j'avais touché un point sensible. Je ne crois pas qu'il en ait atteint. Mais il sait que parmi nous, il y a des gens qui ont étudié la psychologie 101. Alors, je vais tenter de vous lire un passage de Martha Nussbaum, Les émotions démocratiques, comment former le citoyen du 21e siècle. Alors, ce qu'elle nous dit, Winnicott. Comment les adultes conservent-ils et développent-ils leur capacité de jeu
après avoir quitté le monde des jeux d'enfants. Winnicott soutenait qu'un rôle important est joué par les arts. À ses yeux, l'une des fonctions primordiales de l'art dans les cultures humaines est de préserver et de soutenir le développement de l'espace du jeu. Et il considérait que le rôle des arts dans la vie humaine est avant tout de nourrir et de développer la capacité d'empathie. Dans la réaction sophistiquée à une œuvre d'art complexe, il voyait le prolongement du plaisir que prend le bébé au jeu en général et au jeu de rôle en particulier. L'éducation technique et factuelle peut souvent passer à côté de ce point. Le philosophe John Stuart Mill, 1806-1873, enfant précoce, reçut une éducation remarquable pour ce qui a trait aux langues, à l'histoire et aux sciences. Mais cette éducation ne cultiva pas ses ressources émotionnelles ou imaginatives. Jeune adulte, il souffrit d'une dépression paralysante. Et c'est à l'influence de la poésie de Wordsworth qu'il attribua son rétablissement. Elle a éduqué ses émotions en lui et permis de les découvrir en autrui. Plus tard, Mill décrivit ce qu'il appelait la religion de l'humanité, fondée sur le développement de la sympathie qu'il avait découverte à travers son expérience de la poésie. À peu près à la même époque en Amérique, Bronson Alcott, dont nous avons étudié au chapitre 4 la pédagogie socratique mise en pratique à Temple School, organisait un programme scolaire autour de cette même idée d'éducation poétique. S'appuyant sur les poèmes de Wordsworth, qu'il mettait souvent à contribution dans la salle de classe, il soutenait que la poésie cultive l'espace intérieur de l'enfant, nourrit à la fois ses capacités imaginatives et émotionnelles. Dans Little Man, Louisa Alcott, on voit que les jeux d'imagination pratiqués à Plumtree School sont tout aussi importants que les leçons intellectuelles et leur sont entremêlés. Les leçons et les jeux, à leur tour, sont animés par un esprit de réciprocité aimante. L'école est dirigée comme une grande famille, anticipant l'idée de Winnicott, selon laquelle un jeu artistique sophistiqué prolonge le jeu entre les parents et les enfants. On va ouvrir un dernier passage avant de me préparer. Même si notre seule préoccupation était la croissance économique nationale, nous devrions encore protéger l'enseignement des arts libéraux humanistes. Pourtant, aujourd'hui, comme nous le verrons dans le prochain chapitre, les arts sont attaqués dans les écoles du monde entier. Oui, d'ailleurs, c'est la conclusion de son 3e chapitre qui nous dit, je vais essayer de vous en trouver un passage que j'ai jugé important, où en fait on démantèle un peu partout, en Angleterre, au Japon, entre autres, moins aux États-Unis et vraisemblablement un peu moins au Québec par l'obligation obligatoire de la philo au cégep. Nos technocrates, je pense, se retiennent ici de démanteler quelque chose qui peut-être les dépasse, ou ils n'osent pas affronter le lobby des philosophes, qui est encore assez fort au Québec, le lobby des professeurs de philosophie. En tout cas, on a vu de quoi les adeptes des sciences humaines sont capables quand ils décident de résister. On l'a vu dans ce beau printemps. Je vais vous lire deux derniers passages. Dewey et Taggart. Pour Dewey, le problème central des méthodes conventionnelles d'éducation est la passivité qu'elle encourage chez les étudiants. Les écoles ont été traitées comme des endroits faits pour écouter et absorber, et l'écoute a toujours été préférée à l'analyse, à l'examen et à la résolution active de problèmes. En demandant aux élèves d'écouter passivement,
on n'échoue pas seulement à développer leurs facultés critiques actives, mais on les affaiblit directement. L'enfant, ici c'est une citation de Dewey, l'enfant aborde le livre sans désir intellectuel, sans vivacité, sans curiosité, et le résultat est celui que l'on connaît. Ouais, Luc, rentre, viens t'asseoir, je vais vous présenter Luc. Asseyez-vous. Ah. On enregistre. Fait que oui. ma vidéo va se terminer là-dessus. On te voit-tu bien? On te voit bien? Hey, viens, mon dame. Ah ben, salut Xavier, tu vas bien? Oui, je vais bien. Bon ben, je vais prendre 2 secondes pour te présenter, Luc. Assieds-toi, reste assis. On va finir la vidéo là-dessus. Ah oui. Tant pis, la suite, je vous la lirai une autre fois. Alors, je vous présente Luc Guérard. Luc Guérard, un artiste exceptionnel que j'apprécie beaucoup, qui vient de me rendre visite inopinément avec son fils Xavier. Oh, Xavier. Hein? C'est bien Xavier? Oui, c'est bien. Alors, Viens, mon dame. on va en profiter. On va montrer un petit tableau. Hein? On va quitter là-dessus. Hein? Oh, minou. Tiens, Luc. Alors, un petit mot. Je te laisse le mot de la fin. Hey, Seigneur. On le voit-tu bien? Oh. Là, il remplit l'écran. Ça, c'est un gars qui rêve. Oui, il dort. Ça, c'est en ferveur, ça fait longtemps, hein? C'est même pas écrit à date. C'est écrit en avant, quelque part. Dans les années 80. C'est pas le rêveur, Oui. c'est le rêveur. Oui, Hein, je c'est le pense. rêveur. C'est le rêveur. Oui. C'est un rêveur. Un magnifique tableau. Et ben voilà, la vidéo s'interrompt ainsi inopinément par l'arrivée de cet artiste, Luc Guérard. Alors, vous connaissez la suite. Mes vidéos vous plaisent, Bill Alon de sang. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. C'est ça, Bill Alon de sang. Devenir un militant, à militante Facebook en vous joignant à ma page. Vous pouvez aussi me téléphoner dans le 514-736-0999. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait, Luc? Venez me voir à ma librairie. Hein? Voyons, Caroline de Bin. Livre. Libre service. Le livre voyageur. Le libre voyageur. Dans le quartier. De l'oratoire Saint-Joseph. Elle fait un beau petit tatin fait un beau petit babaille à la caméra. Et voilà. On finit comme ça par l'inattendu.